Ma sœur a habillé chaque demoiselle d'honneur d'un élégant lavande, mais elle m'a donné une énorme robe orange vif et a prétendu que c'était la seule qui restait. Lors de la réception, la grand-mère du marié m'a pris la main, a révélé le mensonge, et ma sœur s'est enfuie en courant. L'épingle à nourrice a lâché exactement au mauvais moment. 200 personnes fixaient une table d'honneur vide. La mariée venait de saisir sa robe à deux mains et de piquer un sprint à travers des doubles portes en chaîne qui ont claqué derrière elle comme un coup de feu. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre la glace bouger dans le verre d'eau de quelqu'un à 3 tables de là. Et moi. Je me tenais dans les ruines du jour le plus humiliant de ma vie, emmêlé dans 8 yards de polyester en solde, de la couleur d'un tonneau de chantier d'autoroute, regardant le tissu s'affaisser autour de mes chevilles comme une mauvaise métaphore qui refusait de rester épinglée. Je ne l'ai pas arrangé. Je suis simplement sorti en la portant quand même. Et quand mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas, j'ai failli ne pas répondre. J'ai failli laisser couler. Revenons en arrière, car vous devez comprendre qui j'étais avant ce mariage, sinon rien de tout cela n'aura l'impact qu'il devrait avoir. Je m'appelle Brooke Bennett. J'ai 34 ans. J'ai une licence en génie civil de NC State, une licence d'ingénieur professionnel que j'ai obtenue du premier coup, ce que moins de 60% des candidats parviennent à faire. Et je possède un cabinet de conseil en structure appelé Ridgeline Structural que j'ai bâti en 6 ans à partir d'un simple bureau dans ma 2e chambre. J'ai 8 employés. J'ai généré plus de 2 millions de dollars de contrats. J'y suis parvenu en travaillant de nuit dans un restaurant de grillade appelé Branigan S sur Glenwood Avenue pendant 3 ans et demi pendant que je terminais mon diplôme et que j'étudiais pour l'examen d'ingénieur professionnel, sentant le jus de bœuf jusqu'à 11h00 du soir. Puis rentrant chez moi pour m'asseoir à ce bureau jusqu'à 2h00 du matin avec des surligneurs et des manuels de référence en ingénierie éparpillés sur le sol. Je ne vous dis pas cela pour vous impressionner. Je vous le dis parce que dans environ 45 minutes, quelqu'un d'autre allait se tenir dans une pièce pleine d'inconnus fortunés et s'approprier chacun de ces mots. Cette personne était ma jeune sœur, Sloan. Sloan a 29 ans. Elle est belle d'une manière qui fait que les pièces se réorganisent autour d'elle. Le genre de beauté qui semble légèrement injuste, comme si l'univers lui en avait donné plus sans demander la permission à personne. Elle a fréquenté le collège communautaire pendant 2 semestres avant d'abandonner pour fréquenter une série d'hommes de plus en plus riches. Elle n'a jamais détenu de licence professionnelle d'aucune sorte. Elle n'a jamais, pour autant que je puisse le prouver, travaillé dans un restaurant. Ce qu'elle possède, c'est du charme, une qualité magnétique dans les situations sociales et une capacité extraordinaire à dire aux gens exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Elle épousait Daniel Whitlock un samedi de fin octobre dans un lieu en dehors de Raleigh qui coûtait plus cher de l'heure que ma première voiture. Je devrais vous parler de la famille de Daniel. Les Whitlock représentent l'ancienne fortune de la Caroline, pas l'argent récent de la technologie, pas l'argent d'une entreprise récemment vendue, mais le genre discret et délibéré qui fructifie depuis 4 générations. Sa grand-mère, Margaret Whitlock, avait 79 ans et possédait, au dire de tous, un droit de veto fonctionnel sur les grandes décisions de la famille. Elle avait survécu à 2 des précédentes relations sérieuses de Daniel. La famille Whitlock n'approuvait ni ne désapprouvait ouvertement les choses. Il faisait simplement comprendre par de petits moyens élégants à quoi ressemblerait l'avenir si les décisions prenaient certaines directions. Sloan s'était préparé pour Margaret pendant 6 mois. Je le sais parce que notre mère me l'a dit. La façon dont notre mère me dit les choses de travers, par fragments, comme si elle ne disait pas tout à fait ce qu'elle disait. Sloan a fait tellement de recherches sur la famille, avait-elle dit en août. Elle veut faire une véritable impression. Je pensais que cela signifiait qu'elle s'était renseignée sur les œuvres caritatives de la Fondation Whitlock. Je ne pensais pas que cela signifiait qu'elle construisait une biographie entièrement alternative. Je n'étais pas assez intelligente à l'époque pour comprendre de quoi ma sœur était capable. J'aurais dû l'être. Les signes étaient là et ils remontaient plus loin que ce mariage. Quand j'ai reçu l'invitation pour être demoiselle d'honneur, j'étais sincèrement heureuse. Sloan et moi n'avions jamais été proches de manière conventionnelle. Il y a toujours eu une rivalité entre nous qu'aucune de nous ne reconnaissait pleinement. Mais elle était ma sœur. Quand elle m'a appelé en pleurant pour une rupture difficile 2 ans avant Daniel, j'ai conduit 2 heures pour m'asseoir avec elle. Quand elle a eu besoin d'un garant pour son bail d'appartement, je l'ai signé. Quand elle a eu besoin de 1400 $ pour la réparation d'une voiture et qu'elle ne pouvait pas payer son loyer le même mois, je lui ai transféré l'argent et je lui ai dit de ne pas s'en inquiéter. Elle a remboursé 400 $.
Nous n'avons jamais discuté du reste. Rien de tout cela ne ressemblait à un poids que je portais. Cela semblait être ce que font les sœurs. Les instructions pour les robes sont arrivées 3 semaines avant le mariage. 6 demoiselles d'honneur porteraient du lavande. Un lavande poussiéreux profond spécifique qui rendait magnifiquement en photo. Le style était élégant, long jusqu'au sol, ajusté au niveau du corsage. J'ai vu les photos quand les autres demoiselles d'honneur les ont publiées en ligne. Elles étaient superbes. La couleur ressemblait à la dernière lumière avant le crépuscule. J'étais la demoiselle d'honneur numéro 7. Les instructions pour ma robe sont arrivées dans un message séparé. La tienne sera différente, avait écrit Sloan. La taille dont nous avons besoin n'est plus disponible en lavande, mais ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. L'approvisionnement en robe pour les grands mariages est un défi logistique. Je lui ai demandé de m'envoyer les détails pour que je puisse confirmer la coupe, et elle a dit qu'elle me la garderait au lieu de réception. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. J'ai fait la route le vendredi après-midi et je me suis installé dans le bloc de chambre que les Whitlock avaient réservé dans un hôtel à 12 minutes du lieu de réception. Ma mère était déjà là. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit que j'avais l'air fatigué et m'a demandé si j'avais dormi. Ma mère me demande si je dors depuis que j'ai environ 22 ans, date à laquelle elle a décidé que j'étais devenue trop sérieuse et déterminée et qu'il fallait s'inquiéter. Où est ma robe, ai-je demandé. Dans la suite nuptiale, a-t-elle répondu. Sloan te la donnera le matin. Je me suis réveillé à 7h14 du matin le samedi. La cérémonie était à 11h00. Quand je suis entré dans la suite nuptiale, les 6 autres demoiselles d'honneur portaient déjà leur robe. Elles étaient exactement aussi belles que les photos le laissaient supposer. La pièce sentait les produits capillaires, le champagne et le parfum cher. Sloan était au centre de tout cela, parfaite dans sa robe blanche, en train d'être retouchée par un maquilleur. Elle a pointé le placard du doigt sans me regarder. La tienne est là-dedans, a-t-elle dit. Il y a un cintre. J'ai ouvert le placard. La robe était sur le sol, pas sur le cintre. Sur le sol, coincée entre une boîte de rubans de chaise supplémentaire et la paire de talons oubliés de quelqu'un, comme si quelqu'un l'avait fourrée là à la hâte en espérant qu'elle resterait cachée jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour y remédier. Je l'ai sortie. La couleur m'a frappé en premier. Pas un orange qui pourrait être décrit comme de l'ambre chaud, de la terre de sienne brûlée ou même de la rouille. C'était un orange comme le sont les gilets de sécurité. L'orange des cônes d'autoroute. La teinte que l'œil humain est biologiquement conçu pour remarquer de loin. Ensuite la taille. Je fais une taille 8. L'étiquette sur cette robe indiquait 22. Je l'ai tenue contre mon corps et l'ourlet traînait sur le sol et la taille m'arrivait quelque part près des côtes. Je suis resté là pendant 4 secondes complètes. Sloan? C'est 3 tailles trop grand et c'est. J'ai regardé l'étiquette. C'est une étiquette de liquidation. Elle est démarquée à $41. C'était la seule qui restait, a-t-elle répondu. Elle n'avait pas levé les yeux de son téléphone depuis que j'étais entré. Nous avons manqué de temps. Tu comprends? Les 6 demoiselles d'honneur en lavande étaient devenues très silencieuses. J'ai compris à ce moment-là quelque chose pour lequel je n'avais pas encore les mots. J'ai compris que ce n'était pas un accident. Mais j'étais la sœur qui répondait toujours présente, et je me suis dit que ce n'était qu'une robe, que cela n'avait pas d'importance, que ce qui comptait c'était d'être là. J'ai trouvé des épingles à nourrice dans la trousse de maquillage. J'ai plié le tissu à la taille et je l'ai épinglé. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'encolure. Quand j'ai eu fini, je ressemblais à peu près à une tente orange qui aurait été cintrée par quelqu'un qui n'avait jamais possédé de tente. Le photographe, un jeune gars nommé Chad quelque chose, avec un Canon R5 et l'énergie de quelqu'un qui est payé à l'heure, m'a jeté un seul regard pendant les portraits d'avant-cérémonie, a pris ma mère à part et a dit quelque chose que je n'étais pas censé entendre, mais que j'ai entendu. Il était disposé, a-t-il dit, à me garder positionné vers l'arrière ou derrière la haie du jardin pour les photos officielles. Ma mère a accepté sans hésitation. Je suis resté derrière une haie pendant 40 minutes pendant que ma sœur se faisait prendre en photo. Je suis resté. J'ai repassé cette décision dans ma tête de nombreuses fois depuis. Je suis resté parce que partir donnait l'impression d'abandonner quelque chose que je ne pourrais pas récupérer. Je suis resté parce que je n'arrêtais pas de penser que je me trompais peut-être sur ce que c'était.
Peut-être que j'étais trop plongé dans mes propres sentiments pour voir les choses clairement. Peut-être qu'elle n'avait pas prévu cela. J'ai eu tort de rester. Mais je ne le regrette pas non plus totalement, car si j'étais parti, je n'aurais jamais appris ce que j'ai appris. La cérémonie était à 11.00 et c'était, je l'admets, sincèrement beau. Daniel était visiblement ému. Il a pleuré 2 fois. Il est, d'après tout ce que j'ai pu observer, un homme bien qui n'avait aucune idée de ce qui se construisait autour de lui. La réception s'est déplacée vers la salle principale à 1.00. Des tables dressées avec du lin ivoire, des centres de table composés de pivoine blanche et d'eucalyptus, des bougies et du verre ambré. Le genre d'événement où tout coûte exactement le prix que cela semble valoir, et même un peu plus. J'étais à la table 14, qui se trouvait vers le fond, près de la sortie vers la terrasse, loin des tables de la famille. J'étais assise entre un cousin de Daniel qui a passé la majeure partie de l'heure du cocktail sur son téléphone et une femme nommée Renée qui s'est présentée comme une vieille amie de ma mère. Renée, je le comprendrai plus tard, était impliquée là-dedans. J'ai mangé ma salade. J'ai bu mon eau. J'ai regardé ma sœur animer la salle comme elle l'avait toujours fait, gracieuse et chaleureuse, passant de groupe en groupe, touchant des bras et riant exactement au bon moment. C'est quand je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air que je l'ai entendu. Elle se tenait près des portes-fenêtres avec la grand-tante de Daniel, une femme qu'on m'avait brièvement présentée sous le nom de Patricia. Elles étaient assez proches pour que je puisse les entendre à travers les vitres. J'ai payé mes études au collège communautaire, disait Sloan, puis à NC State, en travaillant de nuit dans un restaurant de grillades pendant des années. J'ai bâti mon cabinet d'ingénierie à partir de rien. Elle a fait tourner son champagne avec la désinvolture particulière de quelqu'un qui a répété le geste. Ce n'était pas glamour, mais cela m'a beaucoup appris sur ce dont j'étais faite. Je l'ai ressenti dans mon sternum avant de le comprendre dans mon cerveau. Comme lorsque vous entendez une chanson à laquelle vous n'avez pas pensé depuis des années et dont vous connaissez chaque mot instantanément. Mon cerveau a reconnu l'histoire avant que mon esprit conscient ne suive. Mon université. Mon restaurant de grillade. Mon cabinet. Ma fourchette est tombée sur la pierre de la terrasse. J'ai traversé la terrasse. Je ne planifiais pas ce que j'allais dire ensuite. C'est venu d'un endroit involontaire. Je vous ai entendu. Sloan s'est retourné. Son expression n'a pas changé. Elle était parfaitement, étrangement immobile. Tu imagines encore des choses, a-t-elle dit. C'est mon diplôme, ai-je répondu. J'ai gardé la voix basse. Ma licence. Mon cabinet. Mes années chez Branigan S. Tu sais que tu te trouves à mon mariage, a-t-elle dit, et sa voix est montée très légèrement, juste assez pour que les invités à portée de voix commencent à prêter attention. Habillé comme un agent de la circulation instable, et maintenant tu portes des accusations. Elle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son parfum. Sa voix est tombée à un murmure. C'est pour cela que personne ne te prend au sérieux, Brooke. Puis elle a souri à Patricia, lui a touché le bras et s'est éloignée comme si je n'étais qu'un léger désagrément qu'elle avait déjà oublié. Je suis resté sur la terrasse un moment. Mes mains tremblaient. Pas de manière dramatique, pas le genre de tremblement que l'on voit dans les films, juste un léger tremblement persistant dans mes doigts que je n'arrivais pas à arrêter. Ma mère est apparue au vestiaire. Viens avec moi, a-t-elle dit doucement, et elle m'a dirigé vers un coin plus calme près de l'entrée du hall. Elle leur a dit qu'elle était ingénieure en structure, maman. Elle leur a dit ce qu'ils avaient besoin d'entendre. La voix de ma mère était plate et précise. Ces familles, Brooke, elles ont besoin d'un certain type d'histoire. Une histoire de personne qui a réussi par elle-même. Tu sais comment ils sont. Elle s'est appropriée ma carrière. Elle leur en a dit assez sur toi, a poursuivi ma mère, comme si je n'avais pas parlé, pour qu'ils comprennent toute distance entre vous deux. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a arrêté. Que leur a-t-elle dit à mon sujet? Ma mère a détourné le regard juste un instant. Et à cet instant, j'ai compris qu'on lui avait dit de détourner le regard, ou qu'elle s'était entraînée à détourner le regard, ou que détourner le regard était quelque chose qu'elle avait appris à faire quand elle détenait des informations qu'elle ne voulait pas livrer. Que tu as eu des difficultés, a-t-elle dit. Que tu as des problèmes. Elle est retournée vers la salle de réception. Je l'ai regardée partir. Je suis retourné à la table 14. Je me suis assise.
Le cousin était toujours sur son téléphone. René avait légèrement décalé sa chaise vers la table voisine et était plongé dans une conversation avec quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le téléphone. Il était sur ma chaise. J'ai failli m'asseoir dessus. Ce n'était pas le mien. C'était le Samsung de ma mère. J'ai reconnu la coque bleu pâle avec le petit éclat dans le coin inférieur qu'elle avait depuis 18 mois et refusait de remplacer. Elle avait dû le poser quand elle m'avait dirigé vers le coin et l'avait oublié en s'éloignant. Je l'ai ramassé. J'avais l'intention de le lui apporter. L'écran s'est allumé lorsque je l'ai soulevé. Une notification de discussion de groupe. Le groupe s'appelait WD Planning. Wedding des Planning. J'ai supposé que la notification était un message de quelqu'un appelé Diane, qui était la sœur de ma mère, je le savais. Ma tante Diane qui avait pris l'avion depuis Charlotte pour le week-end. Le message disait, elle n'a rien dit d'autre à personne, n'est-ce pas? J'aurais dû le reposer. Je sais que j'aurais dû. Le code d'accès de ma mère était le code postal de mon enfance, 27603, parce qu'elle l'avait utilisé comme code d'accès pour tout depuis 2011, et ne l'avait jamais changé, bien que je lui ai dit 3 fois que c'était un problème de sécurité. Elle avait dit que ce n'était pas grave parce qu'elle n'avait rien qui vaille la peine d'être volé. Elle avait tort à ce sujet à plus d'un titre. J'ai ouvert le téléphone. J'ai trouvé la discussion de groupe. J'ai fait défiler vers le haut jusqu'à 3 jours avant le mariage. René, et cette robe orange en liquidation? Énorme et affreuse. Diane, parfaite. Elle aura l'air de ne pas être à sa place parce qu'elle ne l'est pas. Sloan, assurez-vous que le photographe la garde en arrière. Si la famille de Daniel lui parle, ils se demanderont pourquoi elle semble instable. Diane l'a déjà payé. Je l'ai lu 2 fois. J'ai fait défiler plus loin. La conversation remontait à 6 semaines. Les captures d'écran étaient nombreuses. Sloan avait envoyé des photos de mon profil LinkedIn, de mon numéro de licence d'ingénieur, du site web de Ridgeline Structural au groupe. Elle avait envoyé la description de mon cabinet avec des modifications, à la première personne, lissée, modifiée pour sonner comme la sienne. Elle avait travaillé exactement sur la façon de raconter l'histoire. Ma mère et ma tante Diane avaient fait des suggestions sur la formulation, et puis plus loin dans le fil, autre chose. Sloan leur a dit que j'avais soigné grand-mère jusqu'aux soins palliatifs. Ils ont adoré. Margaret a failli pleurer. Un levier parfait. Ma grand-mère, Eleanor Bennett. Elle avait décliné sur 3 ans. Lentement, puis plus vite, puis un dernier mois terrible. J'avais emménagé dans sa maison l'été avant son dernier hiver. Je l'avais baignée, je l'avais changée, j'étais resté éveillé avec elle à 3:00 du matin quand la douleur était intense et qu'elle voulait que quelqu'un lui lise quelque chose. Je lui ai lu des magazines de jardinage et de vieux livres de poche et, vers la fin, je lui ai simplement parlé de tout et de rien, du quartier, du temps qu'il faisait, de ce que j'avais dîné, car le son d'une voix importait plus que le contenu. Elle est morte en février de l'année de mes 31 ans, dans son propre lit, ma main dans la sienne. Sloan lui avait rendu visite 2 fois en ces 3 années. Les 2 visites avaient duré moins de 4 heures. Mes mains se sont immobilisées. Je ne suis pas sûr pendant combien de temps. La musique, la conversation et le cliquetis des verres semblaient très lointains. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. J'ai croisé les mains sur mes genoux. J'ai regardé le linge de table pendant un moment et j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Le toast commençait. La demoiselle d'honneur de Sloan, Tara, se tenait debout avec un microphone. Elle a parlé chaleureusement de résilience et d'autonomie, d'une femme qui avait travaillé de nuit dans un restaurant pour payer ses études d'ingénieur, de la tendresse avec laquelle elle s'était occupée de sa grand-mère pendant ces dernières années. Daniel s'essuyait les yeux. J'ai soulevé mon verre d'eau et je n'ai rien dit. Puis une voix est venue de derrière moi. C'est vous qui avez réellement obtenu votre diplôme à State, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Je me suis retourné. Margaret Whitlock était assise sur un banc en velours contre le mur, partiellement dans l'ombre, à environ 8 pieds de la table 14. Elle avait des cheveux argentés, était impeccablement vêtue d'un tailleur anthracite foncé, et elle m'observait avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui est à cet endroit depuis un moment et qui a vu des choses. Elle avait 79 ans, et elle ressemblait à quelqu'un qui avait regardé les gens lui mentir pendant 60 de ces années et qui était devenu très doué pour savoir quand cela se produisait. Oui, ai-je dit.
Ingénierie des structures? Oui. Elle a hoché la tête lentement. J'ai passé 3 appels avant ce week-end, a-t-elle dit. Sa voix était calme et totalement sereine. Le directeur des soins palliatifs de Rex Healthcare, où votre grand-mère était enregistrée. Le bureau du registraire à NC State. Et une femme nommée Dorothy Crane, qui vit à côté de chez votre mère depuis 41 ans. Je l'ai regardée. Dorothy m'en a beaucoup dit, a poursuivi Margaret. C'est une femme perspicace. Elle connaissait bien votre grand-mère. Le toast continuait. Tara décrivait les premiers jours de la carrière de Sloan, les nuits tardives, les études, le premier client. Dorothy Crane vous a mentionné par votre nom, a précisé Margaret, spécifiquement, sans que je la sollicite. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas sûr de ce qu'il y avait à dire. Le registraire a confirmé une Brooke Bennett, licence en génie civil, diplômée avec mention en 2014. Aucune trace d'une Sloan Bennett. Elle a fait une pause. J'ai aussi interrogé la voisine de votre mère au sujet de votre grand-mère. Elle a dit que c'était vous qui étiez là. Elle a dit qu'elle voyait votre voiture dans l'allée chaque week-end sans exception. Applaudissements dans la salle alors que le toast se terminait. Tara s'est assise. La salle s'est calmée. Daniel était toujours ému. Margaret s'est levée. Elle n'était pas particulièrement grande, mais la salle a ressenti qu'elle se levait, comme les salles ressentent ce genre particulier d'autorité. Les conversations ont diminué. Les têtes se sont tournées. Elle n'a pas marché vers la table d'honneur, ni vers le bar, ni vers quiconque auquel on aurait pu s'attendre. Droit à travers le sol de la salle de réception, entre les tables, jusqu'à la table 14. Elle s'est assise à côté de moi, a pris ma main. Sa main était sèche, fraîche et absolument ferme. Elle s'est tournée pour faire face à la salle. La salle était complètement silencieuse maintenant. 200 personnes regardaient. J'aimerais présenter quelqu'un, a-t-elle dit. Sa voix portait sans effort. Voici Brooke Bennett. Elle est ingénieure en structure agréée. Elle a bâti son propre cabinet en 6 ans tout en servant aux tables le soir. Et elle a passé 3 ans de sa vie à s'occuper de sa grand-mère mourante. Pas à lui rendre visite, à s'en occuper. Il y a une différence et quiconque l'a fait connaît cette différence. Elle a regardé la table d'honneur. Daniel, a-t-elle dit, ta mariée nous a raconté une belle histoire ce week-end. Malheureusement, cette histoire n'est pas la sienne. Le silence était total. La voix de Sloan s'est brisée en premier. Elle est sortie trop aiguë et trop rapide. Elle a tort. Ils sont contre moi. Brooke a été jalouse toute ça. J'ai également pris connaissance, a poursuivi Margaret exactement sur le même ton qu'elle avait utilisé pour tout le reste, d'environ 67 000 $ de dettes personnelles non remboursées, 3 cartes de crédit et un prêt personnel. Les comptes sont en recouvrement depuis le printemps dernier. J'ai regardé le visage de Daniel changer. Tu l'as habillé comme ça, a-t-il dit. Il ne regardait pas Sloan. Il regardait le tissu orange tiré autour de mes chevilles, les épingles à nourrice, l'étiquette de liquidation à 41 $ toujours visible à l'encolure parce que je n'avais jamais pensé à l'enlever. Pour que personne ne la prenne au sérieux si elle disait quoi que ce soit. Sloan a ouvert la bouche. Elle a regardé Daniel. Elle a regardé les demoiselles d'honneur en lavande qui étaient devenues complètement immobiles, aucune d'elles ne croisant son regard. Elle a regardé les fleurs, le lin ivoire, les pivoines. Puis elle a saisi le devant de sa robe à 2 mains, de la façon dont on attrape quelque chose dans lequel on a besoin de courir, et elle a couru. Les portes en chaîne à l'autre bout de la salle ont claqué derrière elle. 200 personnes fixaient la chaise vide où la mariée était assise il y a 3 secondes. Puis l'épingle à nourrice a lâché. Je me suis levé. Le polyester orange a glissé du pli de fortune que j'avais créé à ma taille et s'est accumulé autour de mes chevilles comme un parachute effondré. J'étais à moitié dedans, un pied emmêlé dans l'ourlet. Je ne me suis pas baissé pour l'arranger. Je suis sorti du tas de tissus, je l'ai laissé sur le sol derrière moi comme quelque chose que j'avais finalement déposé, et j'ai marché vers la sortie. Margaret tenait toujours ma main. Elle l'a relâchée quand je me suis levé. Elle lui a d'abord donné une petite pression. Dehors, l'air d'octobre était froid et clair et sentait l'herbe coupée et la fumée de bois. J'ai marché jusqu'au bord du parking et je suis resté là, les bras croisés, mon souffle formant des nuages visibles.
Mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Indicatif régional 919. Raleigh. J'ai répondu. Brooke, la voix de Daniel. Calme. Y a-t-il un endroit où tu peux être pour les prochains jours? Un endroit où tu serais à l'aise. J'ai mon propre appartement, ai-je répondu. Une pause. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis. Il y a des choses que je dois régler, et je voulais dire cela avant de faire quoi que ce soit. Je suis désolé que tu aies vécu cette journée. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Elle a vraiment tout construit elle-même, a-t-il dit. N'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait. Oui. Une autre pause. Je te tiendrai au courant. Il a raccroché. Je suis resté dans le parking en chaussettes. J'avais laissé mes chaussures à l'intérieur avec le tissu orange, et j'ai regardé les lumières de la salle à travers les arbres pendant un moment. Voici ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Parce que vous méritez de connaître le reste. Daniel a appelé un avocat de la famille le lundi suivant. Pas pour poursuivre quoi que ce soit contre Sloan en particulier. C'était sa décision privée à prendre. Mais pour comprendre où en étaient les choses et quelles étaient les implications légales de la situation d'endettement, étant donné qu'ils avaient récemment fait une demande conjointe de prêt hypothécaire. L'avocate, une femme nommée Cynthia Park de Harkin Associates à Durham, a confirmé que les comptes en défaut de paiement étaient au seul nom de Sloan et que le crédit de Daniel n'avait pas encore été affecté. Il a demandé une annulation 6 jours après le mariage, invoquant la fraude comme motif. Je n'ai pas demandé cela. Je n'ai pas poussé pour cela. Je veux être clair à ce sujet car il est important pour moi de ne pas être celle qui a détruit la vie de ma sœur. J'ai été celle qui a dit la vérité en 4 mots. Je vous ai entendu. Et qui s'est ensuite assise en silence à la table 14 pendant que quelqu'un d'autre passait 3 coups de téléphone. Margaret Whitlock, je l'apprendrai plus tard par Daniel, avait été méfiante dès le début. Pas envers moi en particulier, elle ignorait mon existence, mais envers l'histoire. Les détails étaient trop lisses, a-t-elle dit à Daniel. Les vraies histoires ont des aspérités. La sienne était trop polie. Elle avait passé ses appels le mercredi précédant le mariage du samedi. Elle était venue à la réception en sachant ce qu'elle savait. Elle s'était positionnée sur ce banc près de la table 14 spécifiquement pour m'observer. Elle m'a appelé 2 semaines après le mariage. Elle voulait prendre un café. Elle a dit qu'elle avait une question pour moi. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit à North Hills un jeudi matin. Elle était à l'heure. J'étais en avance. Sa question était de savoir si mon cabinet effectuait des travaux de structure commerciale parce que les fondations de l'un des immeubles de bureaux de la famille Whitlock à Chapel Hill avaient été signalées lors d'une récente évaluation. Et elle voulait un deuxième avis de quelqu'un en qui elle avait confiance. Ce contrat a été signé en novembre. C'était le plus gros engagement individuel de l'histoire de Ridgeline Structural. Nous avons livré l'évaluation en février. Les fondations nécessitaient d'importants travaux d'assainissement que son précédent consultant en ingénierie n'avait pas remarqués. Elle nous a recommandé à 2 autres propriétaires de bâtiments de son réseau au cours des 6 mois suivants. Je ne vous dis pas cela parce que le succès commercial est le but. Le but est que Margaret Whitlock, qui avait passé 60 ans à regarder les gens jouer leur vie pour des familles puissantes, m'avait regardé assise à la table 14 dans une robe de liquidation orange avec des épingles à nourrice et une étiquette de prix visible et avait vu quelque chose qu'elle reconnaissait. Quelqu'un de vrai. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé depuis le mariage. Je ne dis pas cela avec amertume, ou du moins j'essaie de ne pas le faire. Elle a appelé 3 fois dans la semaine suivant l'annulation, et j'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Les messages étaient une progression. D'abord défensif, puis explicatif, puis quelque chose qui tendait vers des excuses, mais qui n'y arrivait jamais tout à fait. Le dernier message disait, Sloan avait besoin de quelque chose, et j'essayais de l'aider. Je n'ai pas pensé jusqu'où cela irait. Je l'ai écouté 11 fois. Je ne suis pas sûr de ce que j'en ferai finalement. Sloan a déménagé à Charlotte en décembre. Je l'ai appris par un cousin. Je ne sais pas ce qu'elle y fait. Je sais que la tante Diane, qui a payé le photographe, a perdu son invitation annuelle au gala de charité de la famille Whitlock, où elle était une habituée depuis des années grâce à son réseau professionnel. Margaret a passé cet appel personnellement.
Je le sais parce que Margaret me l'a dit avec pragmatisme lors de notre 3e café, m'expliquant qu'elle ne tolérait pas la cruauté délibérée et qu'il y avait des moyens de le faire comprendre clairement. Elle a dit cela de la même manière que quelqu'un décrirait le fait de sortir le recyclage. Juste une chose que l'on fait quand cela doit être fait. J'ai gardé la robe. Je sais que c'est étrange. Elle est au fond de mon placard dans une housse de pressing. Je ne l'ai jamais remise. Je n'en ai pas l'intention. Mais je l'ai gardée parce que le soir de ce mariage, quand je suis sorti de la salle de réception en chaussettes, sans l'épingle à nourrice et sous le regard de 200 personnes, j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ni du soulagement, ni du triomphe, ni même de la colère. Juste une clarté extraordinaire. Toutes ces années à être celle qui répondait présente, qui signait le bail, qui transférait l'argent, qui conduisait 2 heures, qui restait derrière les haies et ne disait rien, comprimé dans ce moment où je suis sorti. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Qu'être présente ne vaut quelque chose que si l'on s'autorise à être vu quand on le fait. Que rester silencieuse au nom du maintien de la paix n'est pas la paix. C'est juste du silence. La robe orange était censée me rendre invisible. Elle a fait de moi la seule personne dans la pièce dont tout le monde allait se souvenir. Mon téléphone a sonné 4 mois plus tard. Le numéro était celui de Sloan. Je l'ai laissé sonner. Je n'en suis pas encore là. Peut-être que j'y arriverai un jour. Je pense à ce que dirait ma grand-mère. C'était une femme pragmatique qui nous aimait toutes les deux. Mais elle avait aussi un dicton sur les dettes. On peut pardonner une dette sans faire semblant qu'elle n'a jamais existé. Je cherche encore ce que cela signifie pour moi au quotidien. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai 34 ans. J'ai 8 employés et un cabinet qui se développe. J'ai le numéro de portable de Margaret Whitlock dans mon téléphone, et elle m'envoie par SMS de terribles jeux de mots sur les murs porteurs que j'ai commencé à attendre avec impatience. J'ai le souvenir de la main de ma grand-mère dans la mienne à 4h00 du matin. Et personne ne peut prendre cela ou s'en attribuer le mérite parce que cela vit dans un endroit que la paperasse, les performances et les histoires soigneusement répétées n'atteignent pas. Sloan pouvait m'habiller comme un cône de signalisation et payer un photographe pour me cacher dans une haie. Elle pouvait raconter une belle histoire à une salle pleine de gens qui voulaient y croire. Mais elle ne pouvait pas la rendre vraie. Et Margaret a passé 3 appels téléphoniques. Et la vérité, il s'avère, ne nécessite pas une présentation soignée ou une robe élégante. Elle doit juste être là, patiente et documentée, attendant que quelqu'un pose les bonnes questions. Je suis toujours la sœur qui répond présente.